Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez grandi sous les bombes avant d'éclater dans le bon sens du terme, dans un monde beaucoup plus pacifique, celui de la chanson. La sortie de votre nouvel album va permettre à celles et ceux qui vous écoutent de vous découvrir sous toutes les coutures. Bonjour Yara Lapidus. Bonjour. Alors c'est vrai que Yara Lapidus, on vous connaît comme chanteuse, vous avez fait beaucoup de choses dans votre carrière, vous avez eu des moments difficiles et vous sortez un nouvel album orienté et il y aura un concert le 19 juin à l'Institut arabe de Paris. Et donc le principe des clés d'une vie, c'est de raconter votre parcours à travers des dates clés. On parlera tout à l'heure de cet album. Et puis, on va revenir à des dates clés importantes pour vous. La première, elle ne vous concerne pas directement. C'est le 4 novembre 1970. C'est la sortie de cette chanson. The Man Who Sold the World par David Bowie. D'ailleurs, c'est une chanson qui rappelait le titre d'une nouvelle de science-fiction de Robert Heinlein qui s'appelle L'homme qui vendit la lune. Et David Bowie disait qu'il était parti à la recherche de lui-même. Et cette chanson, elle a vraiment une importance dans votre vie, Yara Lapidus. Exactement. Disons que David Bowie me consolait dans mon casque de Walkman, dans l'avion de l'exil, lorsque on and off, on n'arrêtait pas de quitter le Liban pour les raisons que vous pouvez... Oui. Imaginer, et j'aimais beaucoup sa voix, et déjà lorsque j'entendais ce morceau, j'entendais des sonorités orientales. Et c'est drôle parce que vous écoutez ce morceau dans l'avion qui vous amène de Beyrouth à Londres, je crois. Oui, exactement. Parce que vous avez beaucoup voyagé entre Londres, Boston et Paris. Énormément, j'ai pas arrêté. En fait, on suivait papa en fonction du bureau qu'il dirigeait. Il avait plusieurs bureaux dans le monde, il était architecte. Et en fonction de la géographie de son emploi du temps, on voyageait avec lui, exactement. C'est pas facile pour les études ? Non, c'est pas facile. C'est pas du tout facile, mais c'est très très enrichissant parce que j'ai un peu des copains partout. Et c'est formidable. Alors, ce qui a été beaucoup plus dur, c'est ces jeunes années où vraiment vous avez grandi, Yara Lapidus, avec des bruits de bombardement en permanence. Ça, c'était permanent. C'était permanent. J'ai même le souvenir d'un 3 avril. Alors, impossible de vous dire quelle année, où mon frère et moi, on avait enregistré sur cassette. Les bombardements étaient tellement forts, tellement irréels, que nous avions, avant de descendre dans l'abri, pris le soin d'appuyer sur record pour enregistrer ce qui se passait. Et il faut que je retrouve cette cassette. Alors, il se trouve qu'à cette époque-là, pour vous en sortir, vous êtes confiné. Et finalement, ce qui va vous aider, ce sont les livres. Exactement, ça a toujours été ça. Ça a été mes meilleurs amis. Et d'ailleurs, j'ai développé une forme de goût pour la solitude. Et mes amis ne comprennent pas comment tu peux être heureux seul si ça t'arrive d'être seul. Je dis, mais au contraire, je prends ça comme un cadeau. J'adore les êtres qui m'entourent, j'adore être entourée, mais j'aime aussi être seule. Et les livres vous permettent des voyages immobiles, vous le savez. D'ailleurs, je crois que vous avez un panneau que vous avez récupéré dans un hôtel, que vous mettez à la porte de votre chambre. Mais comment vous savez ça? Mais c'est vrai, exactement, ne pas déranger, exactement, exactement. Et c'est comme ça, on ne vous dérange pas. Oui. Alors, il se trouve aussi qu'à cette époque-là, il y avait des coupes d'électricité, donc vous avez beaucoup lu à la bougie. À la bougie, exactement. D'ailleurs, je le dis dans la chanson qui va ouvrir le concert. Quelque part, dans ce morceau, je parle de la lueur de la bougie, parce que tous les enfants, comme moi, de la guerre, ont connu ça. Ce qui est fort aussi, c'est que malgré ces bombes, malgré cette guerre, vous aviez déjà de l'espoir, Yara Lapidus. J'ai toujours eu ça. J'ai une force en moi. Alors, est-ce que c'est le propre de tous les enfants qui ont connu ça? Je ne sais pas. Mais j'ai une force en moi et j'ai toujours de la lumière. C'est-à-dire que quand on me montre même une feuille noire, je dis non, 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 regarde là, il y a un reflet. Je cherche toujours à avoir le côté positif. Parce qu'il y a toujours des leçons à apprendre. Même des années sombres. Oui, mais moi, je me souviens d'un voyage au Liban où j'avais fait un spectacle au casino de Beyrouth et c'était en pleine guerre. Il y avait les chars, il y avait les hélicoptères israéliens qui passaient, qui partaient. C'était la bagaille et les gens gardaient le sourire. Quoi qu'il arrive, on vivait heureux. Exactement. Moi, j'ai le souvenir de voir maman en robe longue sortant le soir avec papa pour aller au festival de Baalbek, etc. Moi, j'étais enfant. Ça me faisait rêver. Et même si en arrière-fond, il y avait la guerre, en toile de fond, bien sûr.
Alors, votre prénom Yara est quand même une première au Liban, je crois, et ça vous a venu quelques ennuis à l'école. Exactement, vous êtes très bien renseigné, ça m'inquiète pour la suite. Écoutez, en effet, Yara, ça veut dire fille de la lune en brésilien. Et mes parents, avant ma naissance, étaient au Brésil. Ils avaient rencontré une fille splendide et ils ont voulu me donner son prénom. Mais à l'école, on s'est un peu moqué de vous, Yara Lapidus. Beaucoup, parce que Yara, en libanais, rime avec plein de mots, Farah, souris, plein de trucs. Et donc, on se moquait beaucoup de moi. Et moi, j'étais très fière de mon prénom jusqu'à ce que, à Paris, un prof me demande le sens de mon prénom et je me lève fièrement pour lui dire. Et là, tout le monde a éclaté de rire. On s'est bien moqué de moi. Aujourd'hui, ce prénom est très courant au Liban. Oui, exactement. Exactement. Vous avez ouvert une voie. J'ai ouvert la voie, ouais. Alors, votre père donc est architecte, mais mélomane aussi, et votre mère est artiste peintre et guitariste. Oui, exactement. C'est normal que vous fassiez de la musique finalement. Exactement, les chiens font pas des chats, non. Ça vous a formé. Votre frère aussi jouait. Mon frère est mélomane, il écoute de la musique classique du matin au soir, de la plus classique jusqu'à la plus contemporaine. Il est incollable. Donc ça vous a formé dans vos jeunes années? Exactement. Et j'ai le souvenir de lorsque je devais toquer à sa porte pour aller lui dire que le repas était prêt, il était en transe avec un casque sur la tête et une baguette de chef d'orchestre que papa lui avait ramené d'Angleterre. Et c'est vrai que moi, le premier concert pop auquel j'ai assisté, je devais avoir 22 ans, 23 ans. Autrement, c'était tout le temps des concerts de musique classique avec mes parents. Alors, il y a aussi, il y a Beyrouth, mais il y a aussi Tyr, qui est la grande cité phénicienne qui régna sur les mers et qui est chère à votre cœur. Très chère à mon cœur. Nous y avons une maison de famille, les pieds dans l'eau, en bout de port. Et c'est une merveille. J'y vais plus beaucoup, pour les raisons que vous pouvez imaginer. Oui, mais c'était là où se déroulaient les réunions de famille de votre enfance? Exactement. Des tablées immenses, devant la mer, des repas qui ne se terminaient pas. C'était joyeux, c'était joyeux. Et puis il y avait le bruit des vagues au réveil le matin. Exactement, j'adorais occuper cette chambre qui longeait la mer et c'était mon réveil matin. Et il y a aussi le vieux quartier de Tyr où vous aimiez vous promener. Exactement, mais vous savez beaucoup de choses. Je me suis un peu renseigné. C'est extraordinaire, exactement. C'était quoi? On appelait ça la petite Venise. C'est vrai. Pourquoi? C'est vrai, il y a quelque chose, en fait, si vous allez à Tyr, même maintenant, même si ça a énormément changé dans les 10 dernières années, malheureusement pas pour le meilleur, il y a toujours cette odeur de je sais pas comment expliquer, d'humidité, de sel, de poisson, de barques en pleine construction. Vous avez encore les pêcheurs qui sont en train de construire leurs barques. C'est un peu, je dirais, comme le Saint-Tropez d'il y a 50 ans. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a des tours géantes, comme dans certaines villes. Aujourd'hui, et que... comme c'est triste. Papa, qui est architecte, en est désolé parce que lui, à l'époque, quand il avait un peu embelli la maison de son père, parce qu'il y a ajouté sa petite touche de jeune architecte, il n'y avait pas du tout des tours géantes. C'était au contraire des maisons maximum de 2 étages. Tout cela était parfaitement respecté. Et puis, il a fallu qu'il y ait la guerre et puis la corruption et tout ce qui peut se passer autour qui ont permis ces choses, pour moi, inadmissibles parce que c'est du gâchis. Et d'autre part, tout ce qui est vestige du passé, ils sont dans un état délabrement avancé et personne ne fait rien. Exactement. C'est triste de voir ça. Je me dis qu'un jour, moi, je réussirai et peut-être que je pourrai mettre ma pierre à l'édifice. Parce que les pouvoirs publics ne font rien là-dessus, ils ne peuvent pas. Oui, il y a beaucoup de corruption aujourd'hui. Le Liban, c'est un peu comme un gâteau que certains caïds se sont partagés depuis très très longtemps. Oui, et ils l'ont déjà mangé. Donc, mais est-ce que c'est rattrapable? Pour moi, toujours. Peut-être pas dans l'immédiat, il faut beaucoup de temps. Il faut surtout récupérer la confiance du peuple, parce que le peuple l'a perdu. Et ça va être ça. Et j'ai toujours dit à mes enfants dans mon éducation, qu'est-ce qui met des années à être acquis et qui se perd en 3 secondes, c'est la confiance. Alors, ce pays aussi vous a inspiré plusieurs chansons, dont celle-ci. Adieu le sacre, j'ai pris le risque de tout perdre. Mais si mon corps est à Paris, tu as mon cœur, tu me l'as pris. Adieu le cèdre. Ça aussi, c'est un rapport avec vos jeunes années. C'est ma première chanson. Ça, c'est vraiment pour le coup, la première fois que je chantais, c'était ce morceau. Il était venu comment?
Alors j'avais du mal à écrire quelque chose sur le Liban, et puis après il y a eu comme un pacte, et je me suis dit chacun de mes projets sera ponctué de ce Liban-là. Ben, c'est venu avec le cœur, tout simplement. Et à l'époque, vous aviez appris la musique, vous avez appris à jouer de la guitare. Moi j'ai appris à 5 ans, parce que je voulais faire comme ma maman, à jouer la guitare, et puis au bout de quelques années, je suis allée vers le piano, et puis comme tous les enfants capricieux, à 18 ans je m'arrête pour cause du bac et tout ça, puis j'ai jamais repris la musique malheureusement. Ça vous a pas empêché de chanter? Oui, évidemment, évidemment. Mais il y a le cèdre, mais il y a aussi d'autres souvenirs du Liban. Il y a le jasmin et le gardénia. Mais ça, je les ai encore dans mon jardin quand j'y vais. C'est des choses importantes pour vous? Très importantes, parce que vous savez qu'au Liban, c'est un car qui vient vous chercher à l'école. C'est une école, et donc une école privée. Et avant de monter dans le car, je cueillais toujours ma petite fleur ou le petit gardénia, et j'offrais ça à mes profs quand je les aimais. Et il y en a beaucoup qui vous aimaient, que vous aimiez? Oui, plein. Vous avez été une très bonne élève à l'école? J'ai été très indisciplinée, mais franchement, j'ai du mal avec ça. J'étais très indisciplinée, mais très bonne élève, très indisciplinée. Vous saviez ce que vous aviez envie de faire à l'époque? Exactement. Enfant, je me voyais déjà sur une scène, mais je ne savais pas ce que j'allais y faire. Et donc, j'ai écumé tous les cours de théâtre possibles depuis que j'ai 7 ans jusqu'à mes 35 ans, je crois. Ben justement, on va en parler de tout ça avec une autre date, le 6 juin 2009. A tout de suite sur Sud Radio avec Chiara Lapidus. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Chiara Lapidus. Nous parlerons tout à l'heure de Orienter, votre nouvel album, et également de ce concert que vous allez donner à l'auditorium de l'Institut arabe à Paris. Et je vous ai intrigué par une date que j'évoque, le 6 juin 2009. En fait, j'ai trouvé une séquence de télévision dans Mode de Star où vous montrez votre atelier et votre robe de mariée. Vous vous souvenez de cette séquence? Pas du tout. Eh bien, vous montrez votre robe de mariée et vous expliquez que vous l'avez portée dans un défilé avant d'épouser Olivier Lapidus. Incroyable. Il y a votre garde-robe complète, vos vêtements en cuir. Et cette robe, qui a une belle histoire, c'est une belle histoire. Très belle histoire, parce qu'en fait, vous connaissez la tradition, un mari ne doit jamais regarder la robe de son épouse. Olivier est couturier, j'ai été son assistante avant, comme j'ai été avant l'assistante d'Oscar de la Renta, et il avait juste choisi le tissu. Qui a été brodé par le sage. C'était un dessin de Paul Poiret qu'il est allé chercher dans les archives et puis rebrodé par le sage. Et c'est drôle cette séquence dont vous me parlez. J'essaie de me la mémoriser, je la retrouve plus. Et vous racontez que vous avez porté cette robe lors d'un défilé avant le mariage. Exactement, parce que c'était son défilé de couture. C'était en janvier. On s'est mariés le 27 janvier 97 et les défilés de couture sont fin janvier. Et donc, comme le veut la tradition, le couturier sort toujours avec une robe de mariée à la fin. Et il m'a dit, on se marie 3 jours après, il est hors de question que ma photo avec une autre mariée que toi fasse le tour du monde. Il faut que ce soit toi. Et j'étais très heureuse et très émue ce jour-là. On me voit pratiquement tremblante dans la cour carrée du Louvre, cette immense salle. Et c'est comme ça qu'il a découvert la robe. Exactement. Et je me souviens, en bout de podium, je lui disais, parce qu'on a la vidéo, est-ce que tu aimes ma robe? Alors il se trouve que Olivier Lapidus est le fils de Ted Lapidus, et moi je me souviens très bien, je ne sais pas si vous le savez, son meilleur ami c'était Charles Aznavour. Exactement. Je voyais Aznavour régulièrement, et quand j'arrivais chez lui en Provence, il était en train de téléphoner à Ted Lapidus. Tout le temps, c'était son ami d'enfance. C'est fou, hein? C'est vrai. Alors Olivier Lapidus, vous lui avez aussi inspiré une collection, je crois, Rock Édition. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'il dit, c'est très mignon. Écoutez, c'est vrai, on travaille parfois ensemble. Je crois que vous avez essayé 40 pièces pour cette collection. Oui. Qu'est-ce que c'était? C'était une collection autour de la musique. Et donc, Olivier m'a dit, je vais la construire autour de toi. Et j'ai été le mannequin cabine de cette collection. C'était une aventure extraordinaire. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est votre parcours aussi, parce qu'au départ, votre vocation familiale, Chiara Lapidus, c'est l'architecture. Alors oui, papa vraiment, il voulait absolument que je suive ses pas. Et moi, je voulais absolument faire du stylisme. Et je suis rentrée à l'école des Beaux-Arts au Liban. Et la guerre a un peu accéléré les choses. C'est-à-dire qu'au lieu de ces 3 années de prépa que j'allais faire, je suis partie beaucoup plus tôt à Paris. Une année, quoi. Oui, une année. Et vous arrivez à Paris et vous faites l'école du Louvre.
Oui, alors je faisais l'école du Louvre en auditeur libre parce que je trouvais que ce qu'on apprenait en tant que jeune styliste ne me suffisait pas. Alors c'est vrai qu'il y avait l'histoire du costume, il y avait le stylisme, le modélisme, mais ça ne me remplissait pas assez le cerveau. Moi j'étais très friande d'apprendre, j'ai toujours eu ça depuis enfant, une curiosité sans limite et je trouvais pas suffisant ce cursus, donc je me suis inscrite comme ça en auditeur libre, pardon, et j'allais m'asseoir comme ça et pendant 2-3 ans je l'ai fait à l'école du Louvre. Et pourquoi cette passion, cette envie de faire du stylisme au départ? Alors j'ai toujours eu 2 passions. La première, quand je vous ai dit, je me voyais sur une scène où j'avais une passion cachée pour la scène, mais mes parents, je sentais qu'ils n'étaient pas très chauds pour ça. Et une autre passion avouée, c'était la mode. J'adorais m'habiller, j'adorais concevoir des vêtements, j'adorais les découper, j'adorais toucher les tissus, les matières. Je trouvais ça magnifique. Et vous arrivez à Paris, et il y a plusieurs écoles à Paris. Vous allez choisir S-Mode, qui est l'une des plus prestigieuses. S-Mode, oui. Oui, j'ai choisi cette école et ça s'est très bien passé. J'ai fait mes 3 années là-bas. J'étais vraiment aux anges. C'est pas facile d'entrer dans ces écoles-là. Oui, c'est pas facile, mais c'est très enrichissant. J'ai le souvenir dans ma classe, nous étions tous, c'est-à-dire que moi je devais être une des plus jeunes, j'avais même pas 20 ans, et il y avait des personnes de 50 ans, 55 ans, je me souviens de copains japonais qui arrivaient du Japon et qui voulaient perfectionner leur cursus dans la mode, et donc qui venaient suivre cette école, et nous étions comme ça d'horizons différents. Il y avait des Allemands, des Espagnols, des Suisses. C'était merveilleux ce mélange. Puis c'était un stylisme à la fois classique et moderne. C'est vrai, c'est vrai. J'ai beaucoup aimé cette école, j'y ai beaucoup appris. J'ai fait de belles rencontres. Et parallèlement, et c'est ça qui est étonnant, parce que vous allez faire des cours de théâtre, donc il y en a eu au Liban, et ensuite le cours Florent à Paris. Ah oui. Pourquoi? Mais comme je vous ai dit, j'ai toujours eu besoin de ça. J'avais un oncle chansonnier qui était un peu au Liban, l'équivalent de Raymond DeVos. Il est décédé maintenant, c'est mon parent. Il me fascinait. C'est lui qui m'a donné le goût de la lecture, le goût de la scène. Et donc je voulais secrètement suivre ses pas. Et donc, dès que j'étais seule à Paris, je me suis inscrite en cachette à des cours de chant et à des cours de théâtre. Donc, j'ai fait le cours Florent. Ouais. Et puis, il y a aussi le studio Pygmalion, je crois. Studio Pygmalion, exactement. J'allais métro Montrouge avec des profs extraordinaires qui vous poussaient dans vos retranchements, qui adoraient le contre-emploi. Puis après, le cours Florent. Oh oui, j'étais fascinée par ça. Mais vous aviez envie de faire du théâtre ou du cinéma? Alors, cinéma, j'ai eu des propositions très jeunes. Par un agent, et pas le moins bon, je crois, Dominique Besnéard. Oui. Et en fait, par fidélité vis-à-vis de mes parents, parce que je venais à Paris pour faire de la mode, j'ai pas voulu suivre Dominique, mais j'en rêvais vraiment. C'est un de mes grands regrets. Et puis il y a une coach qui est la pionnière des coachs, qui est Corinne Blou, qu'on a connue dans Les Nuits Fauves. Exactement. Et vous avez aussi travaillé avec elle. C'est une femme formidable. Formidable. Qui travaille le coaching de façon étonnante. Oui, dès qu'elle faisait les cours, parce que c'est elle qui a amené la méthode Actor Studio à Paris, dès qu'elle faisait ses ateliers, j'étais présente. Ça vous a aussi beaucoup appris? Beaucoup appris. C'est là que j'ai rencontré d'ailleurs la chanteuse Axel Red. Oui. Elle les suivait aussi. Oui, exactement. Oui. Mais ça vous a aidé dans la chanson de prendre des cours? Ça aide toujours, parce que moi j'ai beaucoup de trac, et c'est une façon d'apprivoiser un peu, de dompter sa peur. Et j'aime bien le risque en fait, je dois aimer ça, et sinon je ne ferais pas ce métier, bien Exactement. sûr. Alors la synthèse entre le cinéma et la mode, c'est ce film, donc voici la bande-annonce. Le diable s'habille en Prada, que vous avez forcément vu. Exactement. Que j'adore, quel film. Vous savez que c'est un film qui a coûté très très cher en costume, plus de 100 000 $ par robe, parce que les couturiers ne voulaient pas prêter, ayant peur que ce film se passe mal. Incroyable, c'est mon actrice préférée en plus, Meryl Streep, vraiment, elle et Anne Hathaway, vraiment des merveilles. Elle a un collier aux inspirations égyptiennes qui coûte 100 000 $. C'est extraordinaire. Mais je l'apprends. Alors, il se trouve pourquoi je parle de ça, parce qu'effectivement, le stylisme vous a emmené chez Oscar de la Renta, chez Balmain, qui était un grand créateur, qui avait démarré à Paris avec une soirée à Versailles, je ne sais pas si vous le savez, où il avait recueilli des fonds pour les couturiers, et il y avait la princesse de Grâce de Monaco, Andy Warhol et Liza Minnelli. Non, je ne le savais pas. Son premier défilé. Je l'apprends. Et comment vous êtes rentré chez lui?
Alors moi, j'ai postulé comme tout le monde. J'envoyais partout mes CV. Je crois que tout Paris a reçu mes CV. Et j'essuyais des noms partout et puis des oui aussi. Et donc j'étais très heureuse d'être dans son ombre un peu, bien sûr. J'étais sa plus jeune, donc j'étais vraiment la dernière roue du carrosse. Mais j'étais là et j'assistais à tous les essayages. C'était magique, vraiment magique. Et vous avez tellement appris que vous avez fait tout de suite une collection de robes. Oui, exactement. J'ai commencé par habiller mes copines. Déjà, je commençais par m'habiller moi parce que j'étais tellement difficile. Je me souviens des séances de shopping avec ma maman. Elle s'arrachait les cheveux parce que dès que je trouvais, par exemple, une chaussure à mon pied ou autre, je demandais une couleur qui n'existait pas, une matière qui n'existait pas, un cuir qui n'existait pas. Donc, je la rendais zinzin. Et elle avait raison. J'étais ingérable. Et donc, j'ai voulu moi-même créer d'abord pour m'habiller, puis pour habiller mes copines. Et de fil en aiguille, j'en ai fait des lignes et des éditions. Et j'étais très heureuse. Et puis il y a eu aussi, et beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui, de jeunes filles, portent des jeans avec des broderies chinoises, japonaises, et c'est vous la créatrice. Quelle aventure, quelle aventure. Alors nous étions à Pékin avec Olivier, parce qu'à l'époque il travaillait là-bas pour le gouvernement chinois. Et donc j'allais beaucoup chez les antiquaires, et un jour je trouve des vieux kimonos, pas en très bon état. J'ai tout de suite imaginé ce que je pouvais en faire, donc je suis allée faire la razzia de tout ce que je peux trouver, les plus anciens kimonos, même datant certains de l'époque Ming. Je les ai ramenés à Paris et j'avais l'idée de les patcher sur des jeans, etc., etc. Et j'en ai fait, ah oui, ça a été génial. Et le jean, d'ailleurs, on se demande d'où vient la couleur. En fait, ce sont les navires anglais qui s'arrêtaient au port de Gênes et les pêcheurs chargeaient un tissu bleu de Gênes qu'ils envoyaient en Amérique. Exactement. C'est l'origine du exactement. Voilà. Alors ça, c'est le côté styliste, mais il y a aussi le côté chanteuse, et on va l'évoquer dans quelques instants à travers une autre date, le 5 juin 2009. À tout de suite sur Sud Radio avec Yara Lapidus. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Yara Lapidus. Nous évoquerons tout à l'heure ce nouvel album Orienté. Pour une orientale, c'est autre chose. Ce concert que vous allez donner. Et puis, le 5 juin 2009 est sorti votre premier album. Et dans vos premières chansons, il y a quelque chose aussi qui a touché le public indéfiniment. Indéfiniment, c'est... je vais vous raconter une anecdote. Le titre de cette chanson devait être différent. Oui. Et c'est Françoise Hardy, puisque c'est Gabriel Yared qui en est le compositeur. C'est Françoise Hardy. Et comme le mot indéfiniment revenait sans arrêt dans le texte, c'est elle qui lui a dit « Mais pourquoi Yara ne donnerait pas ce titre à la chanson ?» Et donc je l'ai écouté et j'ai changé le titre de la chanson. Et c'est vrai, Gabriel Yared, c'était une rencontre formidable. Oui. Parce que d'abord, il vient du Liban. Il vient du Liban, il vivait à Londres à l'époque, il venait à peine de s'installer à Paris lorsque je lui avais envoyé mes premiers essais de musique juste pour avoir son avis. S'en sont suivis des rendez-vous, il a été très bienveillant et il a tout de suite compris où je voulais aller et il m'a proposé d'écrire des compositions pour mes textes. C'est un musicien couvert de prix avec le cinéma. C'est vrai, j'ai eu beaucoup de chance. Et curieusement, il n'y a aucun portrait de lui à la télévision. Je fais partie de ceux qui ont essayé de le faire. Personne n'en veut. Ça fait partie des choses mystérieuses de la télévision. Il y a des génies comme ça à qui on ne peut pas rendre hommage de leur vivant. Ah, vous voulez dire que c'est lui qui aurait refusé ? Non, c'est la télévision qui a refusé de faire un portrait de Gabriel Yared, alors que c'est un génie de la musique. C'est incroyable. Alors, il se trouve que la chanson s'est arrivée, malheureusement, à la suite d'un accident, Yara Lapidus. Laquelle chanson ? Votre carrière de chanteuse. Ah oui, bien sûr. Exactement, je pensais que c'était la chanson. Oui, j'écris depuis que j'ai 17 ans, 16 ans. Je remplissais des cahiers. J'écrivais sous forme de poèmes, sous forme de courts récits. Je ne savais pas à quoi ça... Quelle était la finalité, mais j'avais ce besoin d'écrire. Il a fallu que j'ai cet accident en fin 2010, une intervention chirurgicale au niveau des cervicales qui a très mal tourné. Et je me suis retrouvée avec un bras paralysé, un buste aussi. Et j'étais au fond du trou, ne pouvant plus exercer mon métier de styliste. Et c'est là qu'Olivier a été formidable. Mon mari me dit, tu sèches tes larmes, c'est maintenant que tu vas chanter. Ça fait des années que tu me dis que dans une autre vie, tu aurais fait ce métier, tu vas le faire maintenant.
Et donc ça a commencé même par l'aménagement chez vous d'un studio. Exactement. Et mon premier studio, c'est simple, c'était un placard à drap, qui faisait 1 mètre carré sur 1 mètre carré, que j'avais insonorisé, donc inutile de vous dire que c'était quasiment étouffant, oppressant, donc toutes les 30 minutes je devais sortir, respirer à l'extérieur. Depuis j'ai progressé, mon studio est un peu plus grand, et c'est génial de voir le cheminement. Mais en même temps, Charles Aznavour, dans sa maison de Provence, on en parlait tout à l'heure, avait un minuscule studio dans une pièce et il travaillait là-dedans avec le piano et l'enregistrement. Ça faisait 1,5 mètre carré maximum. Mais oui, comme disait Virginia Woolf, c'est cette chambre à soi dont chacun de nous, lorsqu'on a une petite partie créative ou avec un peu de fantaisie, on a besoin de ça. Moi, j'ai besoin de me retrouver dans un lieu comme ça. Mais la chanson, c'était un risque. Vous ne chantiez pas forcément. Vous n'aviez jamais pris de cours de chant. Bien sûr, c'est un risque. Évidemment, c'est un risque. Mais tout est un risque. Moi, ma vie est un risque. Donc, il a fallu d'abord voir si vous chantiez bien, si vous étiez capable d'enregistrer. C'était pas facile au départ. C'était pas évident. Non, c'était pas facile. C'était pas facile. Mais moi, je fais tout avec passion, en fait. Et j'ai ce côté un peu peur de rien. Je sais pas d'où je tiens ça. Et puis après, bien sûr, j'essaye d'aller dans la maîtrise, j'essaye d'approfondir les choses. Il ne s'agit pas juste de n'en faire qu'à sa tête. Mais je savais qu'au fond de moi, le jour où je serais devant une page blanche ou devant un micro, j'aurais quelque chose à dire. Je savais ça. Mais il fallait aussi constituer des équipes. Absolument, absolument. Alors au début, c'est un vrai travail de solitaire. Je ne vous cache pas, puisqu'au début, j'avais que cette page blanche et il a fallu convaincre des compositeurs. Au début, je ne composais pas et il a fallu les convaincre. Donc je me suis dit, c'est avec mes mots, c'est avec de bons textes que je vais pouvoir les approcher. C'est ce que j'ai fait et ça a plutôt marché. Oui, mais les compositeurs ne sont pas faciles à approcher en plus. Bien sûr qu'ils ne sont pas faciles à approcher. On essaye et on y croit surtout. Parce que sinon, ça ne sert à rien, bien sûr. Alors, le premier album s'intitule Yara, mais ça aurait dû aussi être votre nom de scène. Oui, je rêvais de m'appeler Yara comme nom d'artiste. Et puis un jour, à l'époque, il n'y avait pas encore Instagram, c'était à l'époque de MySpace. Je tape ce nom en me disant, ouais, je vais être la première à m'appeler Yara, c'est génial. Et là, je vois une artiste libanaise qui m'a en fait piqué le prénom parce que c'est son pseudo. Elle porte un autre nom et sa carrière est fantastique au Liban et tant mieux pour elle, je dis bravo. Donc raison pour laquelle il a fallu que je m'appelle autrement. Donc Lapidus, c'était évident. C'était mon nom de ville, c'était mon nom d'épouse bien sûr. Alors il se trouve aussi que vous avez fait un test, il y a eu un article je crois dans Madame Figaro où on vous a appelé Yara. C'est l'inverse en fait. J'étais en interview avec une journaliste et je lui dis, je fais l'interview à condition que vous ne marquiez pas épouse de. Voilà. Oui, et ça a été le contraire. Ça a été le titre de son article. On ne veut pas faire confiance aux journalistes. Oui, non, mais c'était avant, plus maintenant. Voilà, maintenant, à l'époque, vous ne faisiez pas attention. C'est un monde que vous découvriez. C'est ça, exactement, exactement. Puis c'était important au début de vraiment dissocier. Et puis aujourd'hui, c'est le cas et je m'en réjouis de dissocier mon passé de styliste à mon métier de chanteuse. Et l'une de vos premières chansons, c'est Depuis toi. Depuis toi, plus rien, de rien, plus rien, de rien ne tient debout. Tout en moi me parle de toi. Ça, c'est aussi Yared. Yared. C'est des sons très particuliers. Très particuliers. Alors je lui disais que l'histoire de cette chanson, c'est que je rêvais d'un tango. Distorted tango, j'ai un tango complètement tordu avec des sonorités de guitare électrique orientale, etc. Et c'est comme ça qu'est né ce morceau. Et je l'aime beaucoup. Et puis, je crois que c'est à cette époque-là que vous avez fait votre premier Olympia. C'était un peu avant le premier. Alors, quel c'était? Alors, le track. Je crois que j'ai jamais eu autant le track de ma vie. Et j'ai le souvenir, avant que le rideau ne s'ouvre, on entendait les battements de mon cœur dans le micro. Et un de mes musiciens est venu me dire, ah, recule s'il te plaît parce qu'on entend ton battement de cœur. Mais comment c'est né cet Olympia? C'était une première partie d'un constructeur automobile que je ne citerai pas, une grande marque non française, japonaise. Oui. Et donc ils devaient faire leur événement, ils cherchaient un artiste et mon CD atterrit chez eux.
Et donc, ils me prennent en première partie. Et voilà comment la première scène de ma vie, c'était l'Olympia. Et depuis, je suis repartie en arrière. Mais c'est bien pour débuter. C'est formidable. Mais j'en reviens à cet album avec Gabriel Yared. Vous l'avez enregistré dans un studio mythique qui est Abbey Road. Abbey Road à Londres. C'était magique. Les séances d'enregistrement avec Gabriel étaient vraiment magiques dans tous les sens du terme. Nous étions au studio Tout. Donc c'est celui du milieu. Oui. Et c'était merveilleux. C'était irréel. Quand on pense à cette photo avec les 4 Beatles qui traversent la rue, d'ailleurs, il y a eu 6 photos, ça a été fait par hasard, puisque eux voulaient faire la photo de l'album au sommet de l'Himalaya. Et c'est devenu mythique, mais personne ne l'imaginait. Exact. Et à propos des Beatles, il y a quelqu'un qui a aussi compté dans votre vie. Écoutez. ما بعرف شو الإحساس Auquif, ça vient de John Lennon. Là aussi, c'est une histoire incroyable. C'est vrai, j'étais aux États-Unis en train d'enregistrer des versions anglaises d'un album que j'avais enregistré justement avec Yared en Angleterre. Et là, j'ai eu l'idée de faire une adaptation de John Lennon, de l'enregistrer là-bas sur place. Et je l'ai faite un peu comme quand on jette une bouteille à la mer. Et malgré la difficulté, je me suis dit, je vais tenter. Et j'ai obtenu l'autorisation et c'était génial. J'étais allée après à New York, au Lennon Estate. C'est assez imposant comme lieu. Même cette chanson a eu beaucoup de succès. Oui, celle-là, oui. Et vous vous attendiez à ça? Non, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas et c'était juste avant le Covid et il aurait fallu que je parte là-bas, que je tourne, etc. Et en fait, tout est tombé à l'eau et je suis repartie avec une autre page blanche qui est l'album d'après. On va en parler, mais moi j'en reviens à John Lennon qui est quand même... Vous savez qu'il y a un projet qui a avorté, les Beatles devaient tourner Le Seigneur des Anneaux avec Kubrick. Ah, je ne savais pas. Et c'était bien avancé et l'auteur d'origine a refusé que les Beatles tournent les 4 rôles principaux des Seigneurs des Anneaux et ça, parce qu'il n'y croyait pas. Et ça s'est fait beaucoup plus tard. Ah, c'est incroyable. Et Iggy Pop aussi a compté dans votre vie. Iggy Pop, oui. Une photo chez vous d'ailleurs encadrée dans votre studio. Oui, c'est vrai, mais vous êtes donc déjà venu chez moi. Jamais, non. Dans mon sommeil, vous êtes arrivé, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que c'est cette histoire de Iggy? Parce que moi, je me souviens d'Iggy Pop, la première fois qu'il est venu à Paris, je voulais faire un article, on m'a dit, qu'est-ce que c'est que Stradivarius? Pas question. Fantastique artiste, quel merveilleux artiste. En fait, pour la chanson Encore, extraite de l'album Indéfiniment, que j'avais chanté avec Gabriel Yared en duo, je voulais la réenregistrer pour la version augmentée avec... un chanteur à la voix rauque, etc. Et un jour, je discutais avec Alain Lana. Et il me dit, tu en es où, Yara? Et je lui fais écouter, qui était entre autres le manager de David Bowie, de Iggy Pop et Patti Smith aussi, toujours d'ailleurs. Tu en es où? Et je lui fais écouter ce morceau et je lui dis, voilà, je rêve d'une voix rocailleuse comme ça, qui ferait ce duo avec moi, parce que ce n'est autre que la musique de 37.2 le matin. Oui. Qui n'avait jamais été une chanson en fait. Et il me dit, écoute, je pense à quelqu'un, écris-lui en anglais, je transmettrai je pense que vos personnalités peuvent vraiment matcher. Et ça a été très très rapide, je me suis retrouvée dans l'avion, direction Miami, et les enregistrements avec lui en version anglaise, en version française, c'était assez magique. Eh oui, mais ce qui est magique aussi, c'est que ça continue de mieux en mieux, et on va évoquer ce nouvel album à travers la date de sa sortie, le 24 avril 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Yara Lapidus. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Yara Lapidus, un parcours très varié entre le Liban, d'abord le stylisme, la mode et maintenant la chanson. On a évoqué vos débuts dans la chanson. Et le 24 avril 2024 sort un nouvel album qui s'appelle Orienté. Et dans cet album, il y a une chanson que nous avons déjà évoquée sous une autre version. C'était au départ mission impossible pour vous, théoriquement.
Oui, oui, j'adore les challenges, Et c'est ce qui me touche le plus, c'est que ce morceau, qui est l'adaptation donc de The Man Who Sold the World en arabe, j'en ai eu l'idée il y a très longtemps et j'ai commencé à travailler dessus main dans la main avec Gaylan Dorsey il y a plus d'1 an et demi. Et déjà, je lui donnais une direction de, entre guillemets, hymne pour la paix pour ce Proche-Orient. Et loin de moi l'idée de savoir que le Proche-Orient allait connaître des jours aussi sombres. Et en cela, je suis fière parce que je me dis, au moins, c'est une chanson d'espoir. Voilà, on en a besoin aujourd'hui. Alors, l'histoire de cette chanson, donc David Bowie, elle vous a marqué dans l'avion. Vous essayez de la reprendre, mais il faut encore l'autorisation pour la reprendre. Oui, surtout lorsqu'il s'agit d'adapter quelque chose, de changer les mots d'un auteur-compositeur comme lui, de ralentir le tempo, enfin bref, de modifier l'œuvre. Évidemment, il faut l'autorisation, mais j'avais pris le risque je ne voulais pas envoyer une maquette approximative aux États-Unis, aux ayants droit. J'avais pris le risque de rentrer en studio par mon initiative et de commencer dans le travail comme si c'était fait. Et ça me porte chance à chaque fois, je fais ça. C'est-à-dire que vous l'avez envoyé, il faut 6, 8 mois, 12 mois pour recevoir une réponse. Oui, c'est ça. Et en fait, je m'attendais à ce que oui, ça prenne le temps. Et au bout d'1 mois, c'était la veille de mon anniversaire. Et je me disais, qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir, Yara? C'est d'avoir le OK. Donc je me suis envoyé un mail en me disant bravo Yara, tu as obtenu l'autorisation. En anglais, hein, je me suis fait le propre mail en me disant bravo. Tu as obtenu l'autorisation, c'est merveilleux, enfin, quelque chose comme ça. Et je me réveille ce 27 juin, j'ouvre mes mails et je vois un mail de Warner. Bien sûr, c'était pas aussi joyeux que ça, mais en tout cas, il me disait vous avez obtenu l'autorisation. Et moi, j'ai cru que c'était le mien. Et donc, j'ai dû aller sur mon ordinateur pour voir lequel était le mien et lequel était le leur. Donc, c'est extraordinaire. Ça a marché. Et comment expliquez-vous qu'ils aient répondu aussi rapidement? Je ne sais pas. Je pense tout simplement parce qu'il y a eu... Parce que ça va ailleurs, surtout. On va pas faire mieux que David Bowie. C'est impossible. Et donc, il ne fallait surtout pas aller dans sa direction. Il fallait apporter autre chose. Pour moi, une reprise n'a d'intérêt que si vous y apportez autre chose, un autre souffle et un autre univers. Et je pense que c'est ce qui a matché. Et puis aussi, surtout, la présence de sa bassiste, Gaylan. Et c'est surtout elle, je pense, a été un gage incroyable, je dirais. Et puis, elle a été merveilleuse en studio. Et tout le temps de l'enregistrement, j'arrêtais pas de lui dire, Gaylan, est-ce que tu penses qu'il aime ça? Elle me dit, I'm sure he loves it, I'm sure, etc. Et puis elle, c'est quelqu'un d'exceptionnel, humainement parlant aussi. Et comment vous avez réussi à la convaincre de travailler avec vous, Yara Lapidus? Alors, c'est toujours le même ange gardien. Lorsqu'il a su que j'avais comme projet d'adapter un David Bowie, il me dit, il faut absolument que tu rencontres cette fille. Je lui dis bien sûr, je la connais, enfin je sais qui c'est, et je lui ai écrit un mail en lui décrivant mon projet. Et puis quand elle a compris que c'était un message de paix surtout, elle qui est quelqu'un d'extrêmement calme, d'extrêmement raffiné, elle m'a dit je veux absolument faire ce projet. Et puis il y a eu un clip assez étonnant, avec des visages différents. C'est presque un pari de rêve qu'on n'a pas aujourd'hui. C'est vrai. Écoutez, je suis très heureuse de l'entendre parce que ça a été très difficile le jour du tournage. Il y a eu beaucoup d'incidents. Oui, ça a été un peu à contre-courant et c'est miraculeux que j'ai pu le faire. On l'a fait un peu à l'arrache parce que moi je suis une artiste indépendante, donc c'est pas les gros budgets, vous voyez, mais je suis heureuse qu'avec le peu qu'on avait, on ait réussi à faire quelque chose de joli. Puis oui, tourner dans la nuit à Paris, c'est assez magique. Et puis c'est un hommage à David Bowie finalement. Oui, c'était surtout ça. Une autre chanson de cet album, Yumi Ya Beyrouth. Beyrouth est aussi très important dans cet album. C'est une façon, en dehors de cette chanson avec reprise de David Bowie, d'évoquer votre ville natale. J'ai toujours besoin de rendre hommage à cette ville parce que je me sens tellement chanceuse de pouvoir vivre à Paris, d'avoir été adoptée par cette France. J'ai toujours considéré la France comme ma maman, le Liban
comme mon papa. Il y a ce côté féminin, masculin. Et donc, j'ai en permanence besoin de... Comme j'ai la sécurité ici, donc j'ai toujours besoin de rendre hommage à mon pays que j'ai quitté. Vous êtes allé tous les 3 mois pendant un certain temps. Ah, je continue à y aller tous les 3 mois, sauf en ce moment. Oui. À cause... oui, j'ai ce besoin d'aller voir mes parents, d'aller respirer l'air de ce pays, d'aller remonter le moral des troupes, c'est important. Vos parents, votre père ne regrette pas que vous ne fassiez pas de l'architecture? Si, ils m'en parlent parfois. Mais les parents sont heureux de voir leurs enfants épanouis, c'est ce qui compte. Alors, le lancement de cet album, c'est le 19 juin à l'Institut du monde arabe à Paris. Et vous avez choisi ce lieu après avoir vu une exposition, je crois, hier à Albidus. C'est exact. C'était pendant le confinement, j'étais invitée pour voir l'exposition Les Divas à l'Institut du monde arabe. Et je suis sortie soufflée par tant de magie. Il y avait une salle dédiée à Feyrouz, une autre à Kaltoum. On voyait cette liberté de toutes ces femmes à travers les vidéos, ces voix qui jaillissaient de partout. Et je suis sortie, j'ai le souvenir d'avoir appelé mon père en lui disant « Mais il est où cet Orient libre, majestueux ?» J'étais au bord des larmes, parce que quand on voit aujourd'hui ces années sombres, etc. Et c'est là que l'idée m'est venue de faire quelque chose avec ce titre-là, Orienté. Et d'ailleurs, l'Institut du monde arabe, il faut savoir que la façade est composée de 240 cloisons à trous qui s'ouvrent et se ferment en fonction de l'ensoleillement. C'est assez unique à Paris. C'est un joyau, cet endroit. Une autre chanson de ce nouvel album. Everlastingly, c'est quoi ce mot? Everlastingly. Ben, c'est l'amour éternel, indéfini, indéfiniment qui s'étend. C'est voilà, quelque chose qui s'étire. C'est votre amour des mots qui vous permet de dire ça. Exactement. Et dans cet album, vous avez précisé, c'est important, que vous êtes orienté et pas oriental. Oui. Et réciproquement. Oui. Exactement. Ben, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Je trouve que j'ai beaucoup de choses à rendre à ce pays qui m'a adopté, qui est la France. Et j'ai beaucoup de devoirs envers lui. Et c'est pour ça que je dis orienté, comme quelqu'un qui sait où il va, qui connaît sa direction, mais non oriental, parce que je suis française aujourd'hui, malgré mes racines, ou à cause, ou grâce à mes racines. Et je trouve que c'est une grande richesse de pouvoir rester qui on est, respecter ses convictions et ses racines, mais tout en s'adaptant au pays qui vous a accueilli et qui vous a ouvert les bras. C'est très important pour moi. Et quand on vous écoute et quand on lit certains livres, on s'aperçoit que le Liban, finalement, c'est un berceau de la civilisation. Oui, je dirais que c'est surtout le Proche-Orient qui était le berceau de la civilisation. Et c'est en cela c'est pour ça que lorsque je suis sortie de l'Institut du monde arabe, après cette expo, j'étais très émue et je voulais tellement revivre. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai jamais connu ces années de faste de ce Proche-Orient qui était magique? Il y avait les cabarets aussi à cette époque-là. Les cabarets, exactement, et celle qui le décrit très très bien à travers ses livres. Je ne sais pas si vous connaissez Lamia Ziadeh, cette auteure libanaise qui fait aussi des illustrations magnifiques. Et au travers de ses livres, elle montre justement cet Orient magique. Et Feyrouz a été aussi quelqu'un de très important, vous en parliez, pour le Liban. Incroyable, parce qu'enfant, j'avais un rejet pour la musique arabe, un rejet pour les chansons arabes. Il a fallu que je quitte ce pays justement pour écraser une larme dès que j'ai pu entendre sa voix résonner à Paris ou à l'étranger. Elle est, je crois, l'incarnation du Liban, oui, un symbole de liberté. Exactement, c'est un peu comme la Tour Eiffel ici. Pour nous, Feyrouz, c'est notre Tour Eiffel. Et puis encore une autre chanson de cet album, c'est Yamama. Vous vous rendez compte le parcours que vous avez fait depuis votre arrivée à Paris? Vous l'imaginiez, Yara Lapidus? Non, je l'imagine pas. Je vois plus la vie comme un rodéo extraordinaire, comme une aventure incroyable. Je vais peut-être finir par un jour écrire un scénario, quelque chose là-dessus, à partir du moment où l'enfant sort du ventre de sa mère, l'aventure qui l'attend, qui est extraordinaire. Et l'avenir? Je le vois beau. Avec tout tas de projets dans tous les domaines? Ah oui, beaucoup. D'écriture en permanence, de composition en cours, beaucoup de projets, oui.
En attendant, donc, il y a ce nouvel album qui s'appelle Orienté, et donc le 19 juin, en concert à l'auditorium de l'Institut du monde arabe, dans le cadre d'un festival qui s'appelle Arabophonie, je crois. Oui, exactement. Et ce sera votre premier concert à Paris avant beaucoup d'autres, non? Avant beaucoup d'autres, j'espère, Parce que oui. vous allez repartir en tournée. J'espère, oui. Je sens que vous avez envie. Oui, beaucoup. En tout cas, merci d'avoir été aussi franche, d'être aussi joyeuse malgré tout ce que vous avez vécu. Continuez ainsi, ne changez rien. Merci à vous, Jacques Pessis. Merci Yara Lapidus. L'extrait d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.